Chapitre 1, la façade parfaite. Vincent Morrison avait toujours été un homme peu bavard, mais son silence avait du poids. À 42 ans, il possédait cette intensité discrète qui faisait que les gens s'écartaient dans les couloirs bondés sans comprendre pourquoi. Son mariage avec Rebecca avait duré 15 ans. Et pour le monde extérieur, ils incarnaient la réussite en banlieue. Vincent possédait un petit cabinet de conseil en sécurité, mais rentable. Rebecca travaillait à temps partiel dans une galerie d'art et leur fille Amanda était en terminale au lycée local. Ce que personne ne savait, c'est que le conseil en sécurité de Vincent n'était qu'une façade soigneusement construite. Pendant les 2 dernières décennies, il avait été agent d'entretien pour la famille Torino. Pas du genre à nettoyer les taches de sang, mais du genre à faire disparaître complètement les problèmes. Corps, témoins, preuves, identités entières pouvaient disparaître sur ordre de Vincent. Il avait des relations qui touchaient tous les échelons des forces de l'ordre, de la politique et du crime organisé le long de la côte est. Rebecca Morrison, née Hartwell, était issue d'une famille aisée du Connecticut qui s'était effondrée à l'époque où elle était entrée à l'université. Belle, charmante et prête à tout pour conserver le style de vie qu'on lui avait inculqué. Elle avait vu en Vincent son havre de paix. Elle ne l'aimait pas. Elle aimait ce qu'il pouvait lui offrir. Pendant 15 ans, elle avait joué l'épouse parfaite, tout en ressentant secrètement le ressentiment. Leur mariage avait commencé à se fissurer 3 ans plus tôt, lorsque Rebecca avait commencé à travailler à la galerie Whitmore. C'est là qu'elle avait rencontré Troy Kellerman, un sculpteur de 35 ans aux abdominaux sculptés dans le marbre et doté d'un fonds fiduciaire de sa grand-mère de l'ère pharmaceutique. Troy était tout ce que Vincent n'était pas: artiste, bavard, disponible émotionnellement, et surtout, issu du monde que Rebecca estimait mériter d'habiter. Vincent s'en doutait depuis des mois. Son éducation l'avait rendu paranoïaque, et la paranoïa l'avait maintenu en vie dans un milieu où la confiance était un luxe que peu de gens pouvaient s'offrir. Les nuits tardives à la galerie, le nouveau parfum, les yeux pétillants de Rebecca lorsqu'elle parlait de promouvoir les artistes locaux, tout cela amenait à une conclusion. Mais Vincent était un homme patient. Il avait appris depuis longtemps que se précipiter dans l'action sans avoir toutes les informations nécessaires était la cause des échecs des amateurs. Il observa donc, attendit et rassembla des preuves. La confrontation eut lieu un jeudi soir d'octobre. Vincent rentra tôt d'un voyage d'affaires et découvrit la voiture de Rebecca disparue et Amanda chez son ami. Il utilisa ses compétences pour fouiller méthodiquement la maison et trouva ce qu'il cherchait dans le coffret à bijoux de Rebecca, un téléphone prépayé caché derrière un double fond qu'il n'avait pas installé. Les SMS montraient clairement le tableau. Rebecca et Troy étaient amants depuis 8 mois. Mais ce sont les récents messages qui ont glacé le sang de Vincent. Il faut être plus prudent. V commence à se méfier. Il est peut-être temps de demander le divorce. Tu pourrais tout prendre à moitié. La moitié ne suffit pas. Je suis coincé dans ce mariage depuis 15 ans. Je mérite plus que la moitié. À quoi penses-tu? Amanda obtient son diplôme dans 6 mois. Après ça, je veux qu'il parte définitivement. Becca, c'est de la folie. Pas vrai? Tu as des relations grâce à tes amis marchands d'art. Des gens qui connaissent du monde. Vincent a un métier dangereux. Des accidents arrivent tout le temps dans son métier. Vincent posa prudemment le téléphone. Dans sa profession, il avait été menacé d'innombrables fois, mais jamais par sa propre femme. Jamais par quelqu'un qui partageait son lit, sa maison, sa fille. La porte d'entrée s'ouvrit en bas. Rebecca était rentrée. Chapitre 2. L'accusation. Vincent rangea le téléphone prépayé dans sa cachette et descendit, l'esprit déjà occupé à explorer les possibilités. Rebecca était dans la cuisine, fredonnant en déballant les courses, jouant le rôle de l'épouse dévouée comme elle le faisait depuis des années. « Mais tu es rentré tôt », dit-elle sans lever les yeux. Chicago était-elle productive? Vincent se versa un scotch et étudia le profil de sa femme. Même en sachant ce qu'il savait, il comprenait pourquoi Troy avait été attiré par elle. Rebecca avait scrupuleusement maintenu sa silhouette, et ses cheveux auburn reflétaient la lumière de la cuisine comme du cuivre filé. Amanda chez Kelly préparait ses examens. Je pensais qu'on pourrait dîner tranquillement, juste tous les deux. Rebecca se retourna avec un sourire qui aurait convaincu quiconque n'aurait pas lu ses SMS. On pourrait peut-être parler de nos projets de vacances pour le printemps. Il n'y aurait pas de vacances de printemps. Pas pour eux. Pendant le dîner, Vincent regarda Rebecca jouer son rôle à la perfection, discutant des candidatures d'Amanda à l'université et de sa dernière exposition en galerie.
Elle était douée. Il fallait bien l'admettre. Mais Vincent avait passé 20 ans à lire Les Menteurs, et Rebecca était une amatrice. Le lendemain soir, Vincent était dans son bureau lorsqu'il entendit Amanda rentrer. Sa fille était une version miniature de sa mère, avec les mêmes cheveux auburn et les mêmes yeux verts, mais elle avait hérité de l'intelligence vive de Vincent. C'était l'une des rares personnes au monde qu'il aimait vraiment. « Papa. » Amanda frappa à la porte du bureau. « Je peux te parler ?» « Bien sûr. » Vincent désigna la chaise en face de son bureau. Amanda s'assit en tripotant ses manches. « Il faut que je te dise quelque chose à propos de maman. » L'expression de Vincent resta neutre. « Et elle ? » « Elle se comporte bizarrement ces derniers temps, elle passe des coups de fil qu'elle ne veut pas que j'entende. Et la semaine dernière, quand tu étais à Philadelphie, un type est venu à la maison. Ils sont montés dans ta chambre. » Les mots ont frappé Vincent comme un coup de poing, mais son visage était impassible. « Tu l'as reconnu ? » Quelque chose. C'est un des artistes de la galerie de maman. « Papa, je crois que la voix d'Amanda s'est brisée. Je crois qu'elle te trompe. » Vincent tendit la main par-dessus le bureau et prit celle de sa fille. « Je sais que tu sais. » Les yeux d'Amanda s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que tu vas faire ? » « Je vais m'en occuper. » La voix de Vincent était douce, mais Amanda avait grandi à ses côtés assez longtemps pour en reconnaître le ton dangereux. « Mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. N'importe quoi. J'ai besoin que tu restes chez Kelly ce week-end. Quoi qu'il arrive, je ne veux pas de toi ici. » Amanda hocha la tête, même si la peur brillait dans ses yeux. « Papa, tu ne vas rien faire d'illégal, n'est-ce pas ? » Vincent souriait. L'espace d'un instant, redevint son père. « Je vais faire ce que je dois pour protéger notre famille. » Le lendemain matin, Vincent fit appel à des contacts dans 3 services de police différents. À midi, il disposait d'un dossier complet sur 3 Kellerman, comprenant des relevés financiers, des informations sur ses activités sur les réseaux sociaux et une vérification détaillée de ses antécédents, révélant des informations que 3 lui-même avait probablement oubliées. Plus important encore, Vincent apprit que 3 devait beaucoup d'argent à plusieurs personnes dangereuses, des informations qui allaient bientôt se révéler utiles. Le samedi soir arriva avec ce genre de fraîcheur automnale qui incite les gens intelligents à rester chez eux. Vincent était dans son bureau, lisant ostensiblement, lorsqu'il entendit Rebecca au téléphone dans la cuisine. Ce soir, elle disait que Vincent était distrait par son travail. Il ne se douterait de rien. Vincent posa son livre et regarda sa montre. 20h47. Le timing était parfait. Il se dirigea vers la cuisine où Rebecca raccrochait. Elle se retourna avec un autre de ses sourires parfaits. C'était Diane de la galerie. « Nous avons une petite réunion d'urgence concernant la vente aux enchères caritatives à venir, un samedi soir tard. Tu sais comme ces gens sont dramatiques avec les délais. » Rebecca l'embrassa sur la joue et Vincent sentit l'odeur du parfum coûteux que 3 lui avaient apparemment acheté. « Je ne devrais pas être trop en retard. » Vincent hocha la tête. « Conduis prudemment. » 20 minutes après le départ de Rebecca, Vincent passa à l'action. Il appela les secours depuis un téléphone jetable, signalant une dispute domestique à son domicile. Puis il appela sa fille. « Amanda, je veux que tu rentres à la maison immédiatement. Amène Kelly si elle veut venir. J'ai besoin de témoins pour ce qui va se passer. » « Papa, que se passe-t-il ? » « Ta mère va bientôt apprendre ce qui arrive à ceux qui me trahissent. » Chapitre 3. La révélation du capitaine. Amanda arriva à la maison avec Kelly juste au moment où les voitures de police entraient dans l'allée. Vincent les accueillit à la porte, la chemise volontairement déchirée et le visage orné d'un bleu soigneusement appliqué qui paraîtrait convaincant sous la lumière du Porsche. « Papa, que s'est-il passé ?» Amanda se précipita vers lui et Vincent fut sincèrement ému par l'inquiétude dans sa voix. « Ta mère a amené son petit ami ici. » Vincent parla assez fort pour que les policiers qui approchaient l'entendent. Ils m'attaquèrent quand je les confrontais. L'agent Martinez, un jeune policier que Vincent ne reconnut pas, fut le premier à atteindre la porte. « Monsieur, on nous a signalé une dispute conjugale. »« Ma femme a appelé la police », commença Vincent, sa voix résonnant à travers la cour. « Il menaça de nous tuer tous. » Elle sanglota au policier. Rebecca sortait de la voiture de Troy, l'air sincèrement confus et effrayé. Elle était visiblement allée chez Troy,
et ils étaient rentrés en courant lorsqu'elle avait reçu le SMS de Vincent annonçant une urgence à la maison. « Monsieur l'agent, Dieu merci, vous êtes là » cria Rebecca en remontant l'allée en courant. « Mon mari a agi de manière insensée toute la semaine. Ce soir, il a complètement pété les plombs. » Amanda hocha la tête, jouant parfaitement son rôle. « Papa a agi de manière insensée, monsieur l'agent. » Vincent se laissa menotter, remarquant la satisfaction dans les yeux de Rebecca. Elle pensait gagner. Elle pensait que c'était l'occasion de le dépeindre comme un mari instable et violent. Ils l'ont menotté sans poser de questions, et Vincent a été embarqué à l'arrière d'une voiture de patrouille. Alors qu'il s'éloignait, il a observé Rebecca et Troy dans le rétroviseur, se tenant l'un l'autre et discutant avec animation. Ils cherchaient sans doute à retourner la situation à leur avantage. Au poste, la procédure d'interpellation était routinière jusqu'à ce que Vincent demande son appel. L'agent Martinez l'a conduit à un téléphone dans une petite pièce à côté de la zone d'interpellation principale. « J'ai demandé mon unique appel. » Vincent a annoncé clairement, veillant à ce que ses paroles soient entendues. Au lieu d'appeler un avocat, Vincent a composé un numéro qu'il avait mémorisé mais qu'il n'espérait jamais utiliser. La sonnerie a retenti 2 fois avant qu'une voix grave ne réponde. « Oui, c'est Morrison. J'appelle mon inspecteur. » Il y a eu un silence. « Bon sang, Vince, que voulez-vous ? Je suis au 12e commissariat. Problème familial. Je dois sortir dans 20 minutes, et je veux que les policiers qui interviennent comprennent qu'ils ont commis une grave erreur. Considérez cela comme fait. » Vincent a raccroché et s'est assis pour attendre. Son marqueur était Frank Rizzo, un capitaine de la cellule anti-crime organisée qui devait sa vie à l'intervention de Vincent 3 ans plus tôt. Frank enquêtait sur une opération de blanchiment d'argent lorsqu'il s'est trop approché de la vérité. Vincent avait reçu l'ordre d'éliminer le capitaine, mais au lieu de cela, il avait prévenu Frank et l'avait aidé à falsifier des preuves qui ont conduit à l'arrestation de plusieurs criminels de niveau intermédiaire tout en protégeant la véritable portée de l'opération. Frank n'a jamais su qui l'avait sauvé, mais Vincent a veillé à ce que le capitaine reçoive un message anonyme par la suite. « Tu m'en dois une. Je te la remettrai un jour. » 20 minutes plus tard, Vincent entendit des cris provenant du hall principal du poste. Des pas lourds s'approchèrent de la zone de détention et la porte s'ouvrit brusquement. Le capitaine entra en trombe, le visage rouge d'une fureur à peine maîtrisée. « Libérez-le immédiatement. » L'agent Martinez semblait perplexe. « Capitaine Rizzo, monsieur, il s'agit d'une affaire de violence conjugale. La femme et la fille. Je me fiche de ce qu'elles ont dit. » La voix de Rizzo aurait pu faire trembler le verre. « Retirez-lui ses menottes immédiatement et vous vous excuserez ensuite. »« Monsieur, je ne comprends pas. Ce que vous ne comprenez pas pourrait remplir une bibliothèque. » Rizzo se tourna vers Vincent tandis que Martinez retirait à contre-cœur les menottes. « Monsieur Morrison, au nom de ce service, je vous prie de m'excuser pour la gêne occasionnée. » Vincent se frotta les poignets et rajusta sa chemise. « Aucun mal n'a été fait, capitaine. » Rizzo se tourna vers Martinez, qui pâlissait de plus en plus. « Monsieur l'agent, vous venez d'arrêter un homme qui a apporté une aide précieuse aux forces de l'ordre fédéral ces 20 dernières années. Le travail de monsieur Morrison a permis d'empêcher des attentats terroristes, de démanteler des réseaux de traite d'êtres humains et d'assurer la sécurité de cette ville d'une manière que vous ignorez. » C'était en grande partie vrai. Vincent remarqua que son travail pour la famille Torino avait parfois concordé avec des objectifs légitimes de maintien de l'ordre et qu'il avait effectivement empêché plusieurs situations de dégénérer en violence publique. Les détails étaient plus complexes, mais Rizzo racontait l'histoire avec brio. « Mais l'épouse, » commença Martinez, « l'épouse, » interrompit Rizzo, est sur le point d'apprendre que porter de fausses accusations contre un homme comme monsieur Morrison est une grave erreur. Il fixa Rebecca, qui avait été amenée au poste pour faire sa déposition. « Madame, avez-vous une idée de qui vous venez d'accuser » Rizzo marqua une pause dramatique. « Un consultant fédéral décoré dont le travail est classé secret défense. Votre mari est un héros, Madame Morrison, et vous venez d'essayer de le détruire. » Le visage de Rebecca devint blanc. Vincent la vit s'emballer, cherchant à comprendre comment son coup monté avait pu si mal tourner. « Il doit y avoir une erreur, » balbutia-t-elle. « Vincent possède une petite entreprise de sécurité. » « Il n'en est pas un. »« Madame, » la voix de Rizzo était d'une autorité absolue. « Je vous suggère de bien réfléchir à vos prochains mots. Faire de fausses déclarations aux policiers est un crime,
et compte tenu du statut de votre mari, cet incident sera examiné par les autorités fédérales. Vincent regarda le monde parfait de Rebecca s'écrouler autour d'elle. Elle se croyait mariée à un consultant en sécurité de fortune qu'elle pouvait manipuler et éventuellement éliminer. Au lieu de cela, elle venait d'apprendre que son mari était connecté à des niveaux de pouvoir qu'elle ne pouvait pas comprendre. Mais ce n'était que le début. Vincent avait passé 15 ans à donner à Rebecca tout ce qu'elle désirait, sans rien demander en retour. Il avait été patient avec sa froideur, compréhensif face à sa distance émotionnelle, et généreux avec son argent et sa protection. Cette patience était terminée. En quittant le commissariat, Rebecca ne cessait de jeter des regards à Vincent comme si elle le voyait pour la première fois. 3, qui attendait sur le parking, s'approcha prudemment. « Becca, que s'est-il passé là-dedans ? Ils ont dit qu'ils le libéraient. » Et Vincent se tourna pour regarder 3 droit dans les yeux pour la première fois. Le jeune homme était beau, d'une beauté due à une bonne génétique et à des coachs sportifs hors de prix. Mais il y avait de la faiblesse dans son regard. Vincent avait brisé des hommes plus coriaces que 3 Kellerman avant le petit déjeuner. « Monsieur Kellerman, dit Vincent aimablement. Je ne crois pas que nous ayons été présentés correctement. » Le visage de 3 s'empourpra. « Écoute, je ne sais pas ce que Becca t'a dit, mais Becca ne m'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. » Le sourire de Vincent était froid comme un clair de lune d'hiver. « Mais ne vous inquiétez pas, nous aurons tout le temps de faire connaissance très bientôt. » Le trajet du retour se fit en silence, à l'exception des rares tentatives de Rebecca pour s'expliquer, chaque excuse étant plus faible que la précédente. Vincent ne dit rien, se laissant peser par le poids de son ignorance. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Amanda attendait dans le salon, jouant toujours le rôle de la fille inquiète. « Maman, dit-elle doucement. Il faut qu'on parle. » Rebecca regarda tour à tour son mari et sa fille. Et Vincent vit le moment où elle réalisa que sa famille, son filet de sécurité, sa vie confortable n'était plus sous son contrôle. « Amanda, ma chérie, il y a eu un malentendu. » « Non, dit Amanda fermement. Il n'y en a pas eu. Je suis au courant pour 3. Je suis au courant des appels téléphoniques et je sais ce que tu préparais. » Les jambes de Rebecca cédèrent et elle s'effondra sur une chaise. « Depuis combien de temps es-tu au courant ? » Vincent répondit à la place de sa fille. « Assez longtemps. La question maintenant, Rebecca, c'est ce que tu vas faire. » Chapitre 4. La toile commence à se resserrer. Au cours des 3 jours suivants, Vincent vit sa femme lutter contre sa nouvelle réalité. Rebecca avait toujours contrôlé son image, son environnement, ses relations. Elle se retrouvait désormais mariée à un homme dont la véritable nature demeurait un mystère absolu. Tandis que sa fille la regardait avec un dégoût à peine voilé, 3 avait appelé 17 fois depuis samedi soir. Rebecca n'avait pas répondu une seule fois. Vincent en profita pour finaliser ses plans. Le mardi matin, il se rendit dans un entrepôt du Queens qui n'existait officiellement pas. Sa carte magnétique ouvrit une unité contenant suffisamment d'armes pour équiper une petite armée, ainsi que des documents, de l'argent et du matériel permettant de faire disparaître des identités entières ou d'en créer de nouvelles ex nihilo. Il sélectionna ce dont il avait besoin et passa plusieurs appels téléphoniques à des personnes qui lui devaient des faveurs. Le mercredi soir, Vincent avait élaboré un plan détaillé pour détruire Rebecca et 3 tout en gardant les mains propres. La première action eut lieu le jeudi matin. 3 reçut la visite de 2 hommes en costume coûteux qui se présentèrent comme des représentants des intérêts commerciaux de Vincent Morrison. Monsieur Kellerman, le plus costaud, dit alors qu'il coinçait 3 dans son atelier, Monsieur Morrison voulait que nous lui transmettions un message. 3 s'y attendaient. Il n'avait presque pas dormi depuis samedi, sursautant au moindre bruit et vérifiant les serrures de ses portes avec obsession. « Écoutez, je peux vous expliquer ce qui se passe. » Pas besoin d'explication. Monsieur Morrison comprend que vous éprouviez des sentiments pour sa femme. Il comprend aussi que Madame Morrison a été réceptive à vos avances. 3 cligna des yeux, perplexe. Ce n'était pas la menace à laquelle il s'attendait. Le deuxième homme, qui semblait capable de faire du développé couché avec une petite voiture, sourit aimablement. Monsieur Morrison est un homme raisonnable. Il pense que si sa femme préfère votre compagnie à la sienne, la situation peut peut-être se régler à l'amiable. Je ne comprends pas. Monsieur Morrison est prêt à accorder le divorce à sa femme. Il est même prêt à se montrer généreux dans l'accord, sous certaines conditions. 3 sentit une lueur d'espoir. Peut-être que Vincent n'était pas l'homme dangereux que le capitaine Rizzo avait sous-entendu.
Peut-être que tout cela pourrait être réglé civilement. Quelles conditions? Premièrement, vous et Madame Morrison devez être parfaitement honnêtes sur la nature et la durée de votre relation. Plus de mensonges. Plus de tromperies. Monsieur Morrison valorise l'honnêteté par-dessus tout. Cela semblait raisonnable. D'accord. Deuxièmement, vous devez être prêt à subvenir aux besoins de Madame Morrison comme elle en a l'habitude. Monsieur Morrison a dépensé des sommes considérables pour assurer le confort de sa femme. Si vous la voulez, vous devez prouver que vous pouvez la soutenir. Le fonds fiduciaire de 3 pourrait le faire. Je peux le faire. Excellent. Le premier homme fouilla dans sa veste et en sortit une enveloppe. Celle-ci contenait des documents sur les dépenses de Madame Morrison au cours des 5 dernières années. Comme vous pouvez le constater, elle a des goûts de luxe. 3 ouvrit l'enveloppe et faillit s'étouffer. Les chiffres étaient ahurissants. Rebecca a dépensé plus en bijoux en un an que la plupart des gens ne gagnent en salaire. Il y a aussi la question des dettes de Madame Morrison. Le deuxième homme continua. Carte de crédit, prêts personnels, diverses dépenses qu'elle a cachées à son mari. Si vous devez rester ensemble, tout cela devient votre responsabilité. Le montant des dettes a soudainement fait paraître le fonds fiduciaire de 3 bien plus petit. Bien sûr, dit le premier homme avec désinvolture. Il y a aussi la question de vos propres obligations financières. Le sang de 3 se glaça. Que voulez-vous dire? Vos dettes de jeu, monsieur Kellerman. Vous pensiez qu'elles disparaîtraient comme ça? Les associés de monsieur Morrison ont racheté ces dettes à vos créanciers initiaux. Le total, intérêts cumulés compris, s'élève à environ 340 000 $. 3 eut un accès de faiblesse. Il s'effondra sur une chaise, les yeux fixés sur le papier. C'est impossible. Je ne devais que 50 000 $ environ. Les intérêts s'accumulent rapidement avec certains types de prêteurs. Le sourire de l'homme ne faiblissait pas. Mais monsieur Morrison est prêt à vous pardonner entièrement ses dettes en guise de cadeau de mariage, à condition que vous remplissiez les autres conditions. Quelles autres conditions? Vous devez convaincre Madame Morrison de liquider ses biens, ses bijoux, sa collection d'art et ses biens personnels afin de couvrir ses dettes avant le divorce. Monsieur Morrison souhaite une rupture nette, sans obligations financières impayées. 3 commençait à comprendre qu'il était pris au piège, mais il n'en voyait pas encore les contours. Et finalement, le deuxième homme dit, vous devez signer des aveux détaillant votre relation avec Madame Morrison, y compris toute discussion sur le fait de nuire à monsieur Morrison ou à ses intérêts commerciaux. Nous n'avons jamais parlé de nuire à qui que ce soit. Les expressions des 2 hommes devinrent froides. Monsieur Kellerman, nous avons des enregistrements qui suggèrent le contraire. Madame Morrison a été très explicite sur son désir de voir son mari avoir un accident. Le cœur de 3 battait fort contre ses côtes. Je n'ai jamais accepté une telle chose. Je lui ai dit que c'était insensé. Alors vous n'aurez aucun mal à signer une déclaration en ce sens, n'est-ce pas? Chapitre 5. La pression monte. Pendant que 3 étaient systématiquement démantelés, Rebecca subissait sa propre campagne de pression. Vincent avait pris l'habitude de travailler à domicile, soi-disant pour la surveiller pendant qu'ils résolvaient leurs problèmes. En réalité, il orchestrait sa destruction psychologique avec une précision chirurgicale. La première fissure est survenue lorsque Rebecca a découvert que ses cartes de crédit avaient été annulées. « Toutes, Vincent, il doit y avoir une erreur, dit-elle en agitant une poignée de cartes. Aucune de mes cartes n'est, ça marche. Vincent leva les yeux de son ordinateur portable avec un léger intérêt. Je les avais annulées compte tenu des événements récents. J'ai pensé qu'il était prudent de revoir nos arrangements financiers. Tu ne peux pas annuler mes cartes de crédit comme ça. Je peux, et je l'ai fait. Elles étaient liées à des comptes à mon nom, financés par mon entreprise. Puisque tu n'as pas été honnête sur tes dépenses, j'ai décidé de simplifier les choses. La voix de Rebecca s'éleva. Comment suis-je censé faire les courses, payer l'essence? Tu peux me demander de l'argent quand tu en as besoin. Après tout, nous sommes mariés. Mari et femme devraient communiquer sur ces sujets. L'humiliation était calculée et précise. Pendant 15 ans, Rebecca avait joui d'une liberté financière totale. Maintenant, elle ne pouvait plus s'acheter un café sans la permission de Vincent. La deuxième fissure est survenue lorsque sa mère a appelé. Rebecca, ma chérie, qu'est-ce que j'entends dire à propos de Vincent comme d'un agent fédéral? Le sang de Rebecca se glaça.
De quoi parles-tu, maman? Je viens de déjeuner avec Patricia Whitmore. Tu sais, du country club. Elle a dit que son neveu travaillait pour la police. Le département, et apparemment, il y a eu beaucoup de remous ce week-end à propos de l'arrestation par erreur d'un consultant gouvernemental de haut rang. Cette description ressemble beaucoup à celle de Vincent. Rebecca réalisa que la véritable identité de Vincent, quelle qu'elle soit, était de plus en plus connue dans certains cercles. Ses amis le sauraient bientôt, s'il ne l'était pas déjà. L'épouse qui avait tenté de faire arrêter son mari héroïque pour violence conjugale allait devenir une paria sociale du jour au lendemain. Maman, je dois y aller. Rebecca, si Vincent est vraiment impliqué dans quelque chose de dangereux, tu dois faire très attention. Les hommes aiment ça. Rebecca raccrocha. Le troisième craquement survint lorsqu'Amanda annonça qu'elle avait été acceptée à Stanford avec une bourse d'études complète. C'est merveilleux, ma chérie, dit Rebecca, essayant de rassembler son enthousiasme tandis que son monde s'écroulait autour d'elle. La Californie, si. Je n'y vais pas, dit Amanda doucement. Quoi? Mais Stanford, c'est l'université de tes rêves. Amanda regarda son père qui hocha la tête presque imperceptiblement. J'ai décidé de rester dans la région pour mes études. Je veux être proche de ma famille pendant cette période difficile. Rebecca comprit le sous-entendu. Amanda choisissait Vincent. Sa propre fille lui coupait les vivres, tout comme Vincent lui avait coupé les vivres. Ce soir-là, Rebecca a essayé d'appeler Troy. L'appel est tombé directement sur la messagerie. Troy, c'est moi. Rappelle-moi. J'ai besoin de savoir ce qui se passe. Vincent est au courant pour nous, mais je pense qu'on peut trouver une solution. Il a l'air différent de ce que je pensais. Rappelle-moi. Troy n'a pas rappelé. Il était trop occupé à gérer sa propre crise. Les hommes de Vincent étaient occupés. Ils avaient visité toutes les galeries qui exposaient les œuvres de Troy, tous les marchands d'art qu'ils connaissaient, tous les collectionneurs qui avaient acheté une de ses œuvres. Le message était simple. Troy Kellerman était sur le point d'être démasqué comme un imposteur et un criminel. Quiconque continuerait à le fréquenter serait confronté à une surveillance qui ne lui plairait pas. En 48 heures, la carrière de Troy était ruinée. Les expositions en galerie ont été annulées, les commandes retirées et son marchand d'art a cessé de le rappeler. Vendredi matin, Troy a finalement rappelé Rebecca. Il faut qu'on se voie, a-t-il dit sans préambule, mais pas chez moi et pas à le tien. Un lieu public. Ils se sont rencontrés dans un café du centre-ville, tous deux semblant ne pas avoir dormi depuis des jours. Rebecca, je crois que ton mari va me tuer, dit Troy sans préambule. Ne sois pas ridicule. Vincent n'est pas violent, n'est-ce pas? Troy sortit son téléphone et lui montra une photo. C'était Vincent pris au téléobjectif, serrant la main d'un homme que Rebecca ne reconnaissait pas. C'est Vincent en train de rencontrer Anthony Torino Jr. Tu sais qui c'est? Rebecca secoua la tête. C'est le fils d'Anthony Torino Sr., chef de la plus puissante famille criminelle de la côte est. Ton mari n'est pas consultant fédéral. Rebecca, il travaille pour la mafia. Rebecca fixa la photo, l'esprit en ébullition. Tout commença à prendre sens. Les mystérieux voyages d'affaires, les paiements en espèces, la déférence du capitaine Rizzo envers Vincent. Il y a plus, poursuivit Troy. Je dois beaucoup d'argent à des gens très malhonnêtes, et ton mari est maintenant responsable de ses dettes. Il propose de les faire disparaître si je signe des aveux avouant que toi et moi avons comploté pour le tuer. C'est insensé. Nous n'avons jamais. Je sais que nous n'avons jamais rien planifié de tel, mais apparemment, vos SMS suggèrent le contraire. Le téléphone de Rebecca a craqué. Un SMS de Vincent. Rentre à la maison. Il faut qu'on parle. Je dois y aller. Dit-elle debout, les jambes tremblantes. Rebecca, attends. Troy la saisit par le bras. On peut encore filer. J'ai de l'argent de côté. On pourrait disparaître, recommencer quelque part. Rebecca regarda Troy, le regarda vraiment pour la première fois. Il était beau, charmant et faible. Elle avait prévu de l'utiliser pour échapper à son mariage, mais maintenant elle réalisait qu'il n'était qu'un piège de plus. Troy, dit-elle doucement. Si Vincent est vraiment ce que tu penses, alors fuir ne ferait qu'empirer les choses. Chapitre 6. La confession. Quand Rebecca arriva à la maison,
elle trouva Vincent dans son bureau avec Amanda. Il parcourait des brochures universitaires, l'air d'un père et sa fille normaux planifiant l'avenir. « Rebecca » dit Vincent sans lever les yeux. On discutait justement des options d'université d'Amanda. Savais-tu que si elle restait dans le coin, elle pourrait vivre chez elle et économiser sur le logement et la nourriture? C'est merveilleux. La voix de Rebecca lui semblait étrange. Amanda, pourrais-tu nous accorder un peu d'intimité, à ta mère et moi? Amanda hocha la tête et embrassa Vincent sur la joue avant de partir. Elle ne salua pas du tout Rebecca. Vincent ferma la porte du bureau et fit signe à Rebecca de s'asseoir. Elle resta debout. « Je sais ce que tu penses, » dit-elle rapidement à propos de Troie, des SMS et de tout le reste. « Mais tu dois comprendre. » « Je comprends parfaitement. » La voix de Vincent était calme, presque celle d'une conversation. « Tu as une liaison depuis 8 mois. Tu as volé de l'argent sur nos comptes communs pour payer des cadeaux et des voyages avec ton amant. Et tu prévoyais de me faire tuer pour hériter de mes biens sans les complications d'un divorce. » Les dénégations de Rebecca s'arrêtèrent net dans sa gorge. Ça ne servait à rien de mentir. La question, continua Vincent, c'est ce que nous allons faire. Vincent, s'il te plaît. J'ai fait des erreurs, mais je n'ai jamais vraiment essayé de te faire du mal. Les SMS n'étaient que des fantasmes. J'étais en colère et frustré, mais je ne le ferai jamais. Je te crois. La réponse de Vincent l'a surpris. Je ne pense pas que tu aies le courage de tuer qui que ce soit. Mais l'intention était là, et l'intention compte. Il ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit un épais dossier. Il contient des documents détaillés sur ta liaison, tes irrégularités financières et tes communications avec Troie. Il y a de quoi ruiner ta réputation et t'assurer de ne rien recevoir en cas de divorce. Rebecca sentit les larmes lui monter aux yeux. Que veux-tu de moi? Je te veux. Pour comprendre avec qui on est marié depuis 15 ans. Vincent se leva et se dirigea vers un tableau au mur, une œuvre abstraite que Rebecca avait toujours détestée. Il le retira, révélant un coffre-fort. Du coffre-fort, il en sortit plusieurs objets, des photos, des documents et ce qui semblait être des médailles militaires. Je m'appelle Vincent Morrison, mais ce n'est pas le nom que j'ai reçu à la naissance. Je suis Vincent Morrison depuis 22 ans. Depuis que l'armée a décidé que le sergent-chef Vincent Kowalski en savait trop sur certaines opérations en Europe de l'Est, il lui a remis une photo. On y voyait un Vincent plus jeune, en treillis, debout avec un groupe d'autres soldats. Je faisais partie d'une unité classifiée qui gérait des problèmes que l'armée régulière ne pouvait pas aborder. Lorsque notre travail est devenu politiquement gênant, on nous a donné de nouvelles identités et de nouvelles vies. Rebecca fixait la photo, essayant de réconcilier l'homme qu'elle pensait avoir épousé avec le soldat qui la regardait. Ces 20 dernières années, j'ai travaillé comme ce qu'on pourrait appeler une solutionneuse de problèmes pour diverses parties prenantes. Parfois, cela impliquait d'éliminer des menaces pour la sécurité nationale. Parfois, cela impliquait de protéger des biens ou des témoins, et parfois, cela impliquait de faire des choses qui vous empêcheraient de dormir si vous en connaissiez les détails. Il lui tendit un autre document, ce qui ressemblait à une recommandation du ministère de la Défense. J'ai tué 17 personnes dans l'exercice de mes fonctions. Rebecca, des ennemis de l'État, principalement, mais aussi quelques criminels qui menaçaient les opérations que je protégeais. Je suis très doué pour faire disparaître les gens. Les mains de Rebecca tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine tenir les papiers. Si le capitaine Rizzo tenait tant à me libérer, c'est que je lui ai sauvé la vie et celle de plusieurs autres agents des forces de l'ordre. J'ai empêché des attentats terroristes, démantelé des réseaux de traite d'êtres humains et éliminé des menaces qui auraient coûté la vie à des milliers d'innocents. Vincent reprit les documents et les remit au coffre-fort. J'ai passé tout notre mariage à te protéger de ce monde. Tu as vécu dans le confort et la sécurité parce que des personnes dangereuses respectaient ma capacité à leur faire du mal. Et comment m'as-tu remercié? Rebecca pleurait maintenant. De grands sanglots qui la secouaient de tout son corps. Tu as conspiré avec ton amant pour me posséder. Tuer. Vous ne vous en souciez pas qu'Amanda perdrait son père. Vous ne vous en souciez pas que ma mort éliminerait la protection qui vous protège en sécurité. Vous ne vous souciez que de l'argent. Vincent, s'il vous plaît. Je ne vais pas te tuer, Rebecca. Ce serait trop facile et cela traumatiserait Amanda, mais votre vie comme vous l'avez connue. Vincent est retourné à son bureau et a retiré un document juridique. Il s'agit d'une pétition de divorce.
Vous le signeriez avec un accord qui me donne la garde à vue d'Amanda et m'absoute de toute responsabilité financière pour votre bien-être futur. Rebecca regarda les papiers à travers ses larmes. Vincent, tu ne peux pas simplement me jeter comme des ordures. Je suis ta femme. Tu étais ma femme. Vous êtes maintenant un passif. J'ai besoin de gérer. La voix de Vincent était froide comme vent de l'Arctique. Vous avez deux choix. Signez les papiers et disparaissez tranquillement ou refusez et faites face aux conséquences de vos actions. Quelles conséquences? Vincent sourit et Rebecca sentit de la glace dans ses veines. Permettez-moi de vous parler de certains de mes anciens collègues qui sont maintenant dans le secteur privé. Ils spécialisaient dans la collecte de dettes de personnes qui pensent qu'ils sont trop importants pour payer leurs factures. Je pourrais vous avoir déclaré une menace pour la sécurité nationale, ce qui vous rendrait éligible à une interprétation extraordinaire. Ou je pourrais simplement divulguer des informations sur votre affaire et votre complot de meurtre à certaines parties intéressées qui géreraient la situation sans impliquer le système juridique. Rebecca a compris. Elle était complètement piégée. Peu importe la façon dont elle s'est tournée, Vincent contrôlait son sort. Il y a une autre option, a déclaré Vincent après un long moment. Quoi? Toi et Troy pourriez disparaître ensemble. Nouvelles identités, assez d'argent pour recommencer dans un endroit silencieux et éloigné. Tout ce que vous avez à faire est de convaincre Troy de signer une confession détaillant votre complot contre moi. Rebecca leva brusquement. Vous voulez que Troy avoue quelque chose que nous n'avons pas fait? Non, Rebecca. Je veux que Troy avoue quelque chose que vous aviez absolument prévu de faire, que vous ayez le courage de suivre ou non. Vos messages textes sont assez explicites sur vos intentions. Et si Troy ne signait pas, le sourire de Vincent était terrible à voir. Ensuite, Troy sera confronté à toutes les conséquences de l'argent à des personnes très dangereuses. Et vous aurez face aux conséquences de la trahison d'un homme qui a passé 20 ans à apprendre à détruire ses ennemis. Chapitre 7. Le piège final. Troy a reçu l'appel à 2 heures samedi matin. Une voix qu'il n'a pas reconnue lui a dit d'être à Pier 47 à minuit le lendemain soir, seul s'il voulait jamais revoir Rebecca. Que as-tu fait avec elle? Exigea Troy. Rien encore. Mais l'avenir de Madame Morrison dépend de votre coopération. Apportez la confession signée dont nous avons discuté et suffisamment d'argent pour couvrir vos dettes de je viens seul ou elle meurt. La ligne est morte. Troy a passé la journée à liquider tout ce qu'il pouvait. Son fonds en fiducie, sa collection d'art, même sa voiture. Tout a été consacré à la collecte de l'argent que le peuple de Vincent a exigé. Le soir, il avait réussi à rassembler 280 000 $. Toujours à moins du montant total, mais espérons-le, suffisamment pour négocier. La confession était plus difficile à écrire. Troy a dû admettre avoir planifié le meurtre de Vincent tout en s'impliquant dans des accusations de complot qui pourraient l'envoyer en prison pendant des décennies. Mais si cela sauverait Rebecca et les sortira tous les deux de ce cauchemar, il signerait n'importe quoi. Ce que Troy ne savait pas, c'est que Rebecca était à la maison, en sécurité dans son propre lit, après avoir signé les papiers de divorce de Vincent 12 heures plus tôt. Elle avait choisi de se sauver plutôt que d'attendre de voir si Troy se sacrifierait pour elle. Vincent avait prévu cela. Il a compris que face à des conséquences réelles, Rebecca et Troy privilégieraient leur propre survie sur tous les idéaux romantiques sur leur relation. À 23h45, Troy est arrivé au Pier 47 avec une mallette pleine d'argent et une confession signée. La jetée a été déserte à l'exception de quelques lumières industrielles jetant de longues ombres sur l'eau. Vincent a émergé de l'ombre seul, vêtu de vêtements sombres qui le faisaient ressembler davantage au tueur qu'il était que le consultant de la sécurité de la banlieue qu'il a fait semblant d'être. Monsieur Kellerman, merci d'être ponctuel. Où est Rebecca? Sûre pour l'instant. Vincent a fait un geste vers la mallette. Je suppose que vous avez apporté ce dont nous avons discuté. Troy a tenu la confession. Moi signé. Tout ce que tu voulais, mais je veux voir Rebecca d'abord. J'ai peur que ce ne soit pas possible. Vous voyez, Rebecca a déjà fait son choix. Le sang de Troy s'est transformé en glace. Que voulez-vous dire? Vincent a sorti son téléphone et a montré à Troy une photo. C'était Rebecca qui a signé des documents juridiques dans l'étude de Vincent avec un horodatage de plus tôt ce matin-là. Rebecca a signé des journaux de divorce ce matin. Elle a choisi de se sauver plutôt que de risquer sa vie pour une relation qui a toujours été construite sur des mensonges. Troy regarda la photo avec incrédulité. C'est impossible.
Elle-même. Rebecca aime l'argent et la sécurité. Vous étiez juste un moyen d'échapper à un mariage qu'elle trouvait ennuyeux. Quand elle a appris ce dont je suis vraiment capable, elle a décidé que vous ne valiez pas le risque. La vérité a frappé Troy comme un coup physique. Il avait liquidé toute sa vie pour une femme qu'il avait abandonnée lors du premier signe d'un véritable danger. Mais j'ai signé la confession, dit-il faiblement. Oui, vous l'avez fait, et je vous remercie pour cela. Vincent tendit sa main. Et puis-je le voir? Troy remit le document avec des doigts engourdis. Vincent l'a lu rapidement, puis a souri. Très minutieux. Cette confession détaille votre liaison avec ma femme, vos discussions sur le fait de m'avoir tué et votre plan pour hériter de ma succession par le biais de Rebecca. Il est signé, daté et assisté. Ce document s'assurera que si vous essayez de contacter à nouveau Rebecca, ou si vous essayez de riposter contre ma famille, vous facerez à des accusations de complot fédéral. Vous bâtards. Vous nous avez joué les uns contre les autres. Je vous ai donné tous les deux exactement ce que vous méritez. Rebecca a choisi de l'argent plutôt que de la loyauté et vous avez choisi la passion du bon sens. Aucun de vous n'a considéré les conséquences de trahir une personne dont la carrière entière a été construite sur l'élimination des menaces. Vincent a empoché la confession et se tourna pour partir. Vos dettes de jeu ont été pardonnées, monsieur Kellerman. Considérez cela comme un cadeau, mais si jamais vous vous approchez de ma famille, je vous ferai disparaître d'une manière qui vous assurera de ne jamais trouver. Attendez, Troy a appelé désespérément. Et l'argent? Et Rebecca? Vincent s'arrêta. Gardez votre argent. Vous en aurez besoin pour recommencer quelque part ici. Quant à Rebecca, elle n'est plus votre préoccupation. Elle a fait son choix. Troy a regardé Vincent disparaître dans l'ombre, le laissant seul sur la jetée avec une mallette pleine d'argent et la réalisation écrasante qu'il avait été. Dépassé par un professionnel qui avait planifié ce résultat depuis le début. Chapitre 8. Nouvelle réalité de Rebecca. Le divorce a été finalisé dans les 30 jours. L'avocat de Vincent avait des amis dans le système de la cour de la famille, et l'adultère de Rebecca et les confessions signées ont fourni des motifs à ferroutage pour les procédures basées sur les défauts. Elle n'a rien reçu, pas de pension alimentaire, pas de règlement de propriété, pas même ses bijoux personnels, qui avaient été achetés avec de l'argent sur les comptes de Vincent. Rebecca s'est retrouvée à 37 ans, au chômage et vivant dans un studio dans un quartier qu'elle ne s'était jamais imaginé habitant. La galerie l'a licenciée lorsque la nouvelle du scandale a éclaté et que ses amis du country club ont cessé de retourner ses appels. Les appels téléphoniques de sa mère sont devenus de plus en plus désespérés. Rebecca, chérie, tu dois combattre ça. Obtenez un meilleur avocat. Vincent ne peut pas vous laisser avec rien. Lui canne, mère. Et il l'a fait. Rebecca était assise sur un canapé d'occasion dans son petit appartement, mangeant des nouilles ramen et regardant la télévision l'après-midi. J'ai signé un accord prénuptiel il y a 15 ans que je n'ai jamais pris la peine de lire attentivement. Il a protégé les actifs de Vincent en cas d'adultère, mais il y a sûrement quelque chose. Il n'y a rien. J'ai des études secondaires et 15 ans de travail bénévole aux fonctions caritatives. Aucune véritable expérience de travail, aucune compétence commercialisable et un scandale qui me suit partout où je vais. La réalité de sa situation devenait plus claire chaque jour. Elle avait passé 15 ans à marier à un homme qui aurait pu lui donner tout ce qu'elle voulait, et elle l'avait jeté pendant 8 mois d'excitation avec quelqu'un qui l'avait abandonné au premier signe de problème. Le coup à sa porte est venu un mardi soir. Rebecca l'ouvrit pour trouver Amanda debout dans le couloir, regardant plus âgée que ses 18 ans. Maman, Amanda. Le cœur de Rebecca sauta. Entrez, s'il vous plaît. Tu m'as tellement manqué. Amanda est entrée dans le petit appartement et a regardé autour de lui avec un dégoût à peine dissimulé. Papa voulait que je te donne quelque chose. Elle a remis à Rebecca une enveloppe. À l'intérieur était un chèque de 50 000 $ et une brève note dans la manuscrite de Vincent. Ne pas contacter Amanda. Cercle. Tu dois comprendre. J'ai fait des erreurs, mais je suis toujours ta mère. Êtes-vous? La voix d'Amanda était froide, et Rebecca a entendu des échos de Vincent dedans parce qu'une mère aurait réfléchi à la façon dont ses actions affecteraient sa fille. Une mère n'aurait pas essayé de tuer le père de sa fille. Je n'ai jamais essayé de tuer qui que ce soit. Ces messages textes n'étaient que des fantasmes sur le meurtre de l'homme qui vous aimait et vous a fourni pendant 15 ans. Les yeux d'Amanda étaient durs comme stone. Savez-vous ce que papa m'a dit?
Il a dit, vous vous êtes plaint d'être piégé dans ce mariage, mais il vous a tout donné, maman. Liberté, argent, sécurité, amour, et vous avez tout jeté pour 3 Kellerman. Amanda, s'il vous plaît. Je pensais que papa était froid parfois. Maintenant, je comprends pourquoi. Il a appris à ne pas faire confiance aux gens parce que des gens comme vous le déçoivent toujours à la fin. Amanda se tourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. Je commence l'université à l'automne. Papa et moi déménageons dans une nouvelle maison où nous pouvons prendre un nouveau départ. Je ne te reverrai plus, Amanda. Attendez. Mais sa fille était partie, laissant Rebecca seule avec ses choix et leurs conséquences. Chapitre 9. Le prix de la trahison. 6 mois plus tard, Vincent a reçu un rapport d'un de ses contacts. Rebecca avait utilisé l'argent pour déménager à Portland, Oregon, où elle travaillait comme serveuse dans un restaurant et vivait dans un petit appartement au-dessus d'un nettoyeur à sec. Elle avait pris du poids. Ses cheveux devenaient gris et elle avait l'air de 10 ans de plus que son âge réel. 3 avait fui en Europe où il tentait de redémarrer sa carrière artistique sous un nom supposé. Sa confession est restée dans le coffre-fort de Vincent, garantissant qu'il ne risquerait jamais de retourner aux États-Unis ou de tenter de contacter Rebecca. Vincent a lu le rapport avec satisfaction, puis l'a déposé. Rebecca et 3 ont été neutralisés en tant que menace, vivre une vie diminuée qui a rappelé ce qui est arrivé à des gens qui ont trahi Vincent Morrison. Amanda était en plein essor. Elle avait décidé d'étudier la justice pénale en mettant l'accent sur les forces de l'ordre fédéral. Inspirée par le travail de son père, elle suivait également des cours en gestion d'entreprise, se préparant à finalement aider Vincent à étendre son activité de conseil en sécurité légitime. « Oh papa, dit-elle un soir alors qu'ils dînaient dans leur nouvelle maison. Avez-vous déjà regretté comment les choses se sont terminées avec maman ? Vincent a soigneusement examiné la question. Je regrette que votre mère m'a forcé à choisir entre protéger notre famille et la protéger. Mais je ne regrette pas le choix que j'ai fait. Elle m'a appelé la semaine dernière. L'expression de Vincent n'a pas changé, mais Amanda pouvait sentir son affûtage d'attention. Je n'ai pas répondu, a poursuivi Amanda. Mais elle a laissé une messagerie vocale en disant qu'elle était désolée et voulait faire les choses correctement. Que voulez-vous faire à ce sujet ? Amanda était silencieuse pendant un long moment. Je veux la laisser continuer à appeler et à obtenir aucune réponse. Je veux qu'elle passe le reste de sa vie en sachant qu'elle a choisi 3 au-dessus de sa propre famille, et ce choix a des conséquences. Vincent sourit. Sa fille apprenait. Il y a autre chose, a déclaré Amanda. J'ai été accepté dans le programme d'admission précoce du FBI Training Academy. Si je termine mon baccalauréat avec les honneurs, je peux commencer à Quantico juste après l'obtention du diplôme. C'est une excellente nouvelle. Le bureau pourrait utiliser quelqu'un avec votre intelligence et votre instinct. Papa, puis-je te demander quelque chose ? Bien sûr. Lorsque vous nettoyez la situation avec maman et 3, avez-vous déjà envisagé de les faire disparaître ? En permanence, Vincent a étudié le visage de sa fille. Elle demandait s'il avait considéré le meurtre comme une solution à la trahison de sa famille. Oui, dit-il honnêtement. Cela aurait été plus simple à bien des égards. Pourquoi tu n'as pas ? Parce que je voulais qu'ils vivent avec les conséquences de leur choix. La mort aurait été une évasion. Ce qu'ils ont maintenant, 3 regardant par-dessus son épaule pour le reste de sa vie. Votre mère travaille pour un salaire minimum et vieillit seule. C'est la justice. Amanda hocha la tête pensivement. Je comprends. Il est plus cruel de les laisser vivre avec ce qu'ils ont perdu que de simplement terminer leur vie. La cruauté n'est pas le point, Amanda. Les conséquences sont. J'ai construit une vie basée sur la loyauté, la confiance et la protection des personnes qui me tiennent à cœur. Quand quelqu'un trahit cette confiance, il a perféré sa place dans cette vie. Votre mère a choisi de valoriser 8 mois d'excitation sur 15 ans de sécurité et d'amour. 3 a choisi de poursuivre une femme mariée sans considérer le genre d'homme que pourrait être son mari. Ils ont tous 2 fait des choix et les choix ont des prix. Vincent a atteint la table et a pris la main de sa fille. Mais vous avez choisi la loyauté. Vous avez choisi la famille et ce choix a des récompenses. Amanda lui serra la main. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie. Plus tard dans la soirée, Vincent s'est assis dans son étude en examinant les rapports de sécurité de ses activités légitimes. L'entreprise a augmenté rapidement avec des contrats de plusieurs agences fédérales et de grandes sociétés.
Sa réputation en tant que personne qui pouvait résoudre les problèmes tranquillement et efficacement se propageait à travers les bons cercles. Son téléphone bourdonnait d'un SMS à partir d'un numéro inconnu. « Vincent, c'est Rebecca. S'il vous plaît, je veux juste parler. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais nous nous sommes mariés pendant 15 ans. Cela doit signifier quelque chose. » Vincent a supprimé le message sans répondre. Rebecca continuerait à tendre la main et il continuerait à ignorer ses tentatives de contact. Finalement, elle comprendrait que certains ponts une fois brûlés ne pourraient jamais être reconstruits. Un autre message est apparu. Celui de 3. Je sais que vous surveillez mes communications. Je veux que vous sachiez que je ne suis pas une menace pour vous ou votre famille. Je veux juste vivre ma vie en paix. Vincent a également supprimé ce message. La peur de 3 était palpable même par la communication électronique. Bonne peur le garderait loin de la famille de Vincent. Un troisième message provenait d'un numéro crypté. Un de ses contacts professionnels. Nouveau contrat disponible. Cible de valeur haute V, élimination sensible. Intéressé? Vincent a tapé. Pas à ce moment. Prendre une pause dans le travail sur le terrain pour se concentrer sur la famille et les affaires légitimes. C'était vrai. Vincent avait décidé de reculer des aspects les plus sombres de sa profession. Amanda commençait sa vie d'adulte et il voulait être disponible pour la guider alors qu'elle naviguait au collège et à sa carrière. Il avait suffisamment d'argent pour vivre confortablement et ses affaires légitimes offraient à la fois des revenus et une stimulation intellectuelle. Il avait 52 ans et il avait passé 30 ans dans une profession qui exigeait une vigilance constante et un détachement émotionnel. Pour la première fois depuis l'âge de 22 ans, Vincent Morrison envisageait la possibilité d'une vie paisible. Mais la paix pour un homme comme Vincent était toujours conditionnelle. Il serait toujours prêt à protéger ce qui comptait pour lui. Et il ne ferait plus jamais l'erreur de faire confiance à quelqu'un qui ne l'avait pas gagné pendant des années de loyauté et de sacrifice. Rebecca et 3 avaient appris que la trahison portait un prix. Ils passeraient le reste de leur vie à le payer. Alors que Vincent et Amanda ont construit une nouvelle vie basée sur le principe simple qui avait guidé Vincent à travers 3 décennies de travail dangereux. La confiance est gagnée. La loyauté est récompensée. La trahison n'est jamais oubliée et jamais pardonnée. Le prix de la trahison n'était pas la mort. C'était vivre avec la connaissance de ce que vous aviez perdu et de savoir que vous ne pourriez jamais le récupérer. Dans son étude, entouré de la richesse silencieuse qu'il avait construite à travers l'intelligence, l'impitoyabilité et la loyauté inébranlable à ceux qui le méritaient, Vincent Morrison a fermé son ordinateur portable et est monté à l'étage pour dire bonne nuit à sa fille. À l'extérieur, le monde a poursuivi son cycle sans fin de confiance et de trahison, de loyauté et de tromperie. Mais à l'intérieur de la maison Morrison, le père et la fille dormaient paisiblement, protégés par la connaissance qu'ils s'étaient choisis pour tout le monde. Et ce choix avait fait toute la différence. Rebecca se réveillait demain dans son studio, face à un autre jour de conséquences pour ses choix. 3 se réveillait dans son exil européen, sachant que la portée de Vincent s'étendait à travers les océans, et que la vraie liberté était quelque chose qu'il n'aurait plus jamais. Mais Vincent et Amanda se réveilleraient dans leur nouvelle maison. Planifier l'avenir d'Amanda et construire quelque chose qui durerait, quelque chose construit sur la loyauté au lieu de la tromperie, sur la confiance au lieu de la trahison. En fin de compte, cela valait plus que toute vengeance que Vincent aurait pu prendre. Le prix de la trahison n'était pas ce que Vincent leur avait fait. C'était ce qu'il s'était fait. C'est là que notre histoire touche à sa fin.